Bonsoir à tous chers auditeurs. Eh bien, quoi de plus normal que de parler de Mars en ce début mars. En effet, il vous a sans doute pas échappé que cet astre a reçu la visite de 3 appareils envoyés par l'humanité. La sonde Hope des Émirats Arabes Unis et des USA, le rover Perseverance que les USA ont envoyé avec notamment une collaboration de la France pour une partie optique très avancée, et la sonde chinoise Tianwen-1 qui est pour le moment en orbite mais qui va poser également un autre rover sur la planète rouge. Et bien, grâce à ces petits objets, qui sont des condensés des capacités et du savoir humain, l'humanité peut véritablement jeter un œil, en quelque sorte, vu que l'on peut voir ce qu'il se passe là-bas, toucher du doigt, mais même un peu plus, vu que pour la première fois un micro est présent sur une de ces sondes, donc on peut même entendre ce qui se passe, prendre des nouvelles, véritablement, de ce qui se passe ailleurs dans le système solaire, par des moyens techniques qui sont des prolongements de nos organes, quelque part, et dont on a la chance de pouvoir, quelque part, tous bénéficier. C'est un des intérêts de nos technologies de l'information moderne, c'est qu'on peut tous bénéficier de ces images, des résultats des informations que l'on récupère sur cette planète. Alors certes, on pourrait avoir une critique légitime qui se comprend, de se dire mais pourquoi aller chercher de l'eau sur Mars quand on n'est même pas capable d'en fournir à tout le monde sur Terre? La critique s'entend, mais c'est peut-être une fausse opposition. On va justement en discuter parce que ce qui nous intéresse, c'est que clairement on est en train de passer une nouvelle étape de l'histoire, une nouvelle étape de la conquête spatiale qui avait été, on se souvient, démarrée par des exploits tels que celui de Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Il y avait eu une petite période de creux sur cette conquête spatiale, et puis ça a l'air d'être un petit peu reparti. Mais plus que cette conquête spatiale, c'est la notion de progrès qu'on va interroger. Accompagné en musique par la formation musicale Silent Island, donc c'est en anglais, mais c'est une formation hongroise de la ville de Győr en Hongrie, parce qu'aujourd'hui on va discuter avec Georges Gastaut, donc philosophe, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont je n'en citerai que 2 qui me sont particulièrement chers, publiés aux éditions Delga. Le premier d'entre eux est Marxisme et universalisme, et le deuxième s'intitule Lumière commune. Alors là, c'est une sorte d'encyclopédie de la philosophie vue sous le regard du matérialisme. Pour toute personne qui s'intéresse à la philosophie, alors là vous avez un monument d'histoire de la philosophie avec un commentaire extrêmement pertinent. Vraiment, je ne peux que le recommander. Voilà, donc Georges Gastaut, bienvenue avec nous. Merci, et bonjour à tout le monde, bonjour aux Niçois. Je suis moi-même d'origine méditerranéenne, bien que je vive dans le Nord-Pas-de-Calais, donc ça me fait plaisir de penser que, en ce moment, peut-être ma voix est entendue dans les Alpes-Maritimes. C'est ça, tout à fait, oui. Alors, période un peu spéciale, nous, dans les Alpes-Maritimes, vu qu'on a pu constater, à l'inverse des prouesses technologiques, on a pu constater des choses plus complexe, j'ai envie de dire, avec suite au confinement de week-end, avec des horaires un peu bizarres, eh bien 20 minutes avant le confinement, vous aviez des bouchons dans tous les axes qui permettaient de quitter le département, ce qui fait que la mesure qui visait à confiner le virus a peut-être eu l'effet inverse. Bon, alors, oui. Cette actualité spatiale, Georges Gastaut, qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Eh bien, à la fois une certaine fierté de faire partie de l'humanité qui est capable de tels exploits, et aussi, bien sûr, une réflexion plus large sur la question de savoir comment orienter le progrès technique pour qu'il serve toute l'humanité, pour ce que vous venez de dire au sujet de Nice, du confinement à Nice, et la façon dont est traitée l'épidémie, dont l'humanité n'arrive pas à se débarrasser pour l'instant de cette épidémie, montre les contradictions qu'il peut y avoir dans une société telle que la nôtre, qui est capable des plus grandes avancées, mais aussi quelquefois des pires tâtonnements, pour ne pas dire des pires régressions. Donc il faut avoir en tête un petit peu ces 2 aspects, et c'est pour cela que personnellement je me suis intéressé récemment à cette question de Mars, de la conquête spatiale, et donc de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les contradictions du progrès scientifique et technique humain, notamment sous une société qui est marquée encore par le capitalisme et par la mainmise d'une classe sociale sur l'ensemble de ses découvertes. Et alors, ces récentes découvertes, enfin ces récentes pas découvertes, mais ces envois sur Mars, cette volonté d'explorer, et voire même pour certains, on peut penser à Elon Musk, qui évoque directement la volonté de coloniser Mars. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, eh bien, donc c'est une chose qui me paraît extrêmement intéressante. L'humanité est ainsi faite qu'elle est produite pour l'infinité. Je cite Blaise Pascal, c'est Blaise Pascal qui disait ça au début de ce qu'on a appelé la révolution copernicienne, c'est-à-dire au XVIIe siècle.
et qui disait que le propre effectivement de l'espèce humaine, c'est qu'elle se dépasse sans cesse elle-même, qu'elle est capable, justement parce qu'elle est capable d'accumuler les découvertes passées, de les transmettre aux générations nouvelles, lesquelles améliorent les découvertes passées et ainsi de suite, et bien donc d'aller toujours plus loin. Nous ne sommes pas comme les animaux, dont nous sommes nous-mêmes, nous sommes partie prenante de l'animalité si vous voulez, mais nous avons cette particularité effectivement de toujours être un pas devant nous-mêmes, si l'on peut dire. Donc ça s'appelle effectivement, d'un mot un peu galvaudé, le progrès. Et je pense qu'effectivement, cette capacité que les hommes ont, disons, de sortir en quelque sorte de leur milieu naturel est native et, si vous voulez, très ancienne. Nous sommes aujourd'hui en train de sortir des limites de la Terre. Mais il faut bien voir que par le passé, par exemple, nous sommes sortis de l'Afrique. Nos ancêtres lointains ont quitté pour une part l'Afrique. Certains y sont restés, d'autres y sont retournés, mais enfin, donc ils ont quitté l'Afrique, ils ont colonisé les milieux les plus divers, du pôle Nord pour les Esquimaux au désert, là, comme les Touaregs par exemple. Et c'est une des caractéristiques de l'espèce humaine, précisément que cette capacité, disons, de ne pas s'en tenir à une sorte de définition figée de sa propre nature, de toujours être à la recherche de sa propre transformation. Ouais, c'est, en quelque sorte, son essence n'est pas de se limiter à ce qu'elle est, mais de transformer constamment ce qu'elle est. Et à travers la conquête de Mars, et peut-être de planètes encore plus lointaines dans l'avenir, eh bien, ce propre de l'homme, que d'un mot un peu, comment dire, idéaliste à première vue, mais nous pouvons le concevoir de façon plus rationnelle, plus matérialiste, j'appellerais la transcendance. L'homme est capable de se transcender, de se dépasser. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'en plaindre, qu'il n'y a pas lieu de gémir sur cet état de choses. Tout au contraire, c'est un peu la noblesse de notre espèce. En effet, c'est quelque chose qui moi m'intéresse particulièrement, et je sais que c'est en rapport avec le marxisme. Assez clairement, l'histoire de l'humanité montre que, eh bien, on a démarré dans des petits groupes qui avaient donc une portée, un milieu de potentiel de vie finalement extrêmement limité, et qui finalement avait une connaissance du monde et de lui-même et de son environnement extrêmement limitée. Et au fur et à mesure des développements de l'humanité, ce que l'on constate, c'est que le champ d'action de l'homme, bien entendu, s'étend, sa capacité à transformer le monde qui l'entoure et en retour à être lui-même transformé par les changements qu'il opère, s'accroît, et ça crée un mouvement un peu particulier qui est, il me semble, le mouvement du communisme comme mouvement, c'est-à-dire un mouvement où l'homme est de plus en plus contraint à se relier aux autres hommes, au reste de l'humanité, et dans le même temps à se relier de plus en plus et de plus en plus fortement avec le milieu qui l'environne, à comprendre ce lien qu'il y a et comprendre ce milieu qui s'étend. C'est-à-dire qu'au début, il faut peut-être juste connaître les quelques vallées, les quelques montagnes, les quelques forêts ou les quelques savanes d'un milieu finalement très proche, même au village médiéval, qui doit avoir une connaissance d'un milieu mais finalement restreint pour subvenir à l'ensemble de ses besoins, alors qu'aujourd'hui, clairement, l'échelle peut être directement celle de la planète, voire aujourd'hui, ce qu'on est en train de lancer, c'est une échelle où l'homme doit prendre conscience de comment fonctionne son environnement à l'échelle de l'espace. Ça me fait penser à ce mouvement du communisme, parce que pour moi le communisme c'est aussi ça, c'est ce mouvement d'unification de l'humanité, donc fin des petits groupes, fin des groupes isolés vers une humanité donc plus unie, et dans le même temps une plus grande unité de l'homme avec la nature, avec son environnement. En tout cas une conscience de cette unité. Absolument. Bon, on voit bien déjà que pour conquérir Mars, il faut qu'il y ait une coopération internationale. Et donc, imaginons que nous soyons dans une humanité plus unifiée, c'est-à-dire où les différents États pourraient coopérer d'une façon systématique et planifiée. C'est un peu ça aussi le projet du communisme. Eh bien, donc cette conquête spatiale serait évidemment formidablement accélérée. Déjà, d'ailleurs, malgré la guerre froide, ou malgré ce qui l'a suivi, si vous voulez, on peut constater tout de même que les soviétiques, ou les Russes maintenant, pour parler avec leur nom actuel, donc ont collaboré avec les Américains. Il y a une station spatiale interplanétaire, donc si on peut dire, enfin, qui tourne autour de notre planète, et donc qui a ouvert des possibilités considérables. C'est comme ça que, par exemple, se sont mis en place les télescopes orbitaux, qui permettent de voir très très loin et donc même dans une certaine mesure d'observer, je dirais quasiment les origines de l'univers, puisque plus on regarde de loin et plus on regarde ancien, vu que la lumière met un temps donné, fini pour nous arriver. Donc tout ça est extrêmement important. Il faut bien comprendre que en cherchant à conquérir l'environnement terrestre,
eh bien, l'homme se transforme lui-même. L'enjeu, ce n'est pas simplement de conquérir Mars, mais de transformer l'homme en conquérant Mars. C'est une auto-transformation qui ici s'opère, puisque chaque fois qu'il y a des conquêtes de ce genre, les avancées techniques modifient largement nos connaissances, notre manière de comporter les uns envers les autres, et ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de bénéfices secondaires qu'on ne voit pas. C'est pas simplement aller photographier des cailloux sur Mars. L'enjeu est beaucoup plus large dans une certaine mesure. C'est un enjeu qui concerne centralement la transformation même de l'humanité. Voilà. Mais j'ajouterais peut-être un point, c'est que pour l'instant, cette conquête spatiale se fait principalement sous l'égide non pas du communisme, bien sûr, mais du capitalisme. Et donc, si vous voulez, bien entendu, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs pourraient se dire, mais est-ce que c'est bien utile, est-ce que c'est bien indispensable, alors qu'il y a tant d'injustices, tant de souffrances sur Terre, tant d'inégalités, tant de maladies qui ne sont pas traitées, et ainsi de suite. Ce sont des contradictions qui sont liées, non pas au fait que l'homme cherche à conquérir Mars, mais au fait que sur Terre même, des injustices scandaleuses continuent de subsister. Mais donc il ne faut pas accuser la conquête spatiale du fait que les hommes sur Terre continuent à s'exploiter mutuellement, à s'opprimer les uns les autres, et ainsi de suite. Ça, c'est une question qu'il faut régler sur le terrain qui est le sien, c'est-à-dire sur le terrain politique. Bien sûr, d'autant que nombre d'innovations de la conquête spatiale sont aujourd'hui en fait un petit peu au point mort parce qu'elles ne trouvent pas de réalisation dans un système marchand, alors qu'on aurait tout à fait déjà la possibilité technique de les utiliser. On peut penser par exemple pour tout ce qui est agriculture, vous savez qu'il y a un enjeu massif, transformer nos manières de produire, parce que la Terre a largement les capacités de nourrir beaucoup plus que la population actuelle. On parle parfois de 12 à 13 milliards, y compris avec des méthodes qui réduiraient l'emploi, voire supprimeraient l'emploi des énergies fossiles, qui sont aujourd'hui indispensables, mais dont on connaît le caractère limité. Il y a une grosse partie de l'agriculture, par exemple en France, qui dépend d'engrais azotés, qui sont réalisés à partir de gaz naturel, qui est donc extrait du sol, et qui est donc transformé immédiatement en engrais, en azote, et qui ensuite va enrichir les sols de nos campagnes. Voilà, et donc... bien sûr, si vous avez vu le film, bien sûr, si vous avez vu le film Seul sur Mars, par exemple, alors bien entendu, ce n'est qu'une fiction. Mais vous voyez bien que l'astronaute qui se trouve isolé sur la planète Mars est obligé à un certain moment d'utiliser ses connaissances en botanique pour essayer de faire pousser des pommes de terre dans son habitacle, et notamment en utilisant le sol martien. Imaginons que des techniques de ce genre puissent être mises en place à tel ou tel moment, si vous voulez, ou que la régénération de l'air ou la création même d'une atmosphère respirable sur Mars soit envisagée. Il y aurait des retombées extrêmement importantes, intéressantes pour la planète Terre. Par exemple, aujourd'hui, rien qu'avec les satellites qui tournent autour de la Terre, on a la possibilité de gérer l'hydrométrie, de gérer l'apparition d'un certain nombre de maladies ou de risques, et de pouvoir les régler avec une précision, une rapidité qu'on ne pourrait pas avoir. Retrouver son chemin par le biais du GPS. Et ça ouvre la voie à des nouvelles méthodes d'agriculture et des nouvelles technologies d'agriculture qui permettraient d'augmenter considérablement les rendements dans tous les pays de la planète. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a une grosse partie des pays dans laquelle l'agriculture continue à se faire avec des méthodes du Moyen-Âge, qui sont extrêmement dépensières en énergie humaine. Donc pour ne prendre que cet aspect, en tout cas il y a clairement des technologies aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas être complètement exploitées dans un cadre capitaliste qui va réserver ça à une demande solvable, à seulement ceux qui peuvent payer. Une autre objection qu'on entend aussi, c'est si vous voulez, on a salopé la Terre, donc maintenant on va aller saloper ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut entendre ça aussi Est-ce que le progrès, c'est ça? C'est de créer des problèmes à un endroit, et puis au moment où les problèmes sont devenus trop graves à un endroit, on va faire la même chose ailleurs. Alors, il y a du vrai là-dedans, c'est incontestable si vous voulez, et sur Terre même, nous avons fonctionné comme ça pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire que la conquête de nouveaux horizons sur Terre même, pensons à la façon dont ont été conquises les Amériques et dont on a ensuite traité les indigènes d'une part et les richesses de l'Amérique du Sud par exemple d'autre part, ont détruit par exemple les bisons en Amérique du Nord de manière à pouvoir exterminer les Indiens et permettre à l'homme blanc de s'approprier donc leur terre. Bon, tout ça montre bien qu'effectivement c'est un danger tout à fait réel. Mais je dirais qu'il y a deux manières aussi de concevoir le progrès et de concevoir donc la conquête de nouveaux horizons, si vous voulez. La première manière est purement capitaliste et marchande, et effectivement, si vous voulez, elle est marquée par la volonté de ne jamais dépasser les contradictions existantes, mais simplement de les élargir, de les reporter, de les déplacer, comme diraient les Freudiens. Donc un déplacement qui évite de se poser des
questions fondamentales sur la manière d'exister sur Terre et de réagir aux problèmes existants. Ça, c'est la première manière, ce que j'appellerais d'un terme hegelien le mauvais infini. Le mauvais infini, c'est le fait de toujours reporter plus loin. Comme quand vous comptez, si vous voulez. Bon, n plus 1, donc 2 plus 1 égale 3, plus 1 égale 4, et ainsi de suite à l'infini, sans que jamais on sorte de la façon de fonctionner existante. Et puis, il peut y avoir une manière tout à fait différente, effectivement, de concevoir le progrès. D'abord, en s'interrogeant précisément sur la capacité que nous avons de régler nos problèmes sur Terre, et d'autre part, effectivement, en s'interrogeant aussi sur l'espèce humaine elle-même et sur son devenir. Si vous voulez, la conquête spatiale peut avoir un sens aussi dans la quête qu'a l'homme sur son propre destin, sur sa propre essence, sur son propre devenir. Et là, on n'est plus devant un mauvais infini. On est devant un bon infini qui comporte aussi un élément, si matérialiste que je sois, je n'hésite pas à utiliser le terme de spiritualité. Et donc, vous voyez par exemple les magnifiques films de Stanley Kubrick, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit bien qu'à travers la recherche spatiale, l'homme, s'il se débarrasse de cette prégnance du monde capitaliste, du profit, de l'accumulation sans fin, sans but, sans autre but que d'accumuler des gadgets et du profit dans les coffres des multinationales, eh bien à ce moment-là, on peut accéder à quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'art ou les religions ont une meilleure. On peut maintenant déplacer sur un terrain beaucoup plus pratique, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rationnel. Voilà. Donc il me semble qu'il y a deux infinis, un bon et un mauvais, et que le capitalisme est du côté du mauvais infini, alors que ce que j'appellerais le socialisme ou le communisme tel que je l'entends serait du côté d'un bon infini qui permet à l'homme de maîtriser son histoire, de devenir le maître de son histoire à travers la conquête d'horizons nouveaux. En transformant son rapport au monde, à la nature, l'homme se transforme lui-même. Et c'est ça, au fond, finalement, qui est le plus intéressant. En effet, donc un bon infini qui mettrait fin aux contradictions contre un mauvais infini qui, lui, maintient des contradictions, maintient des problèmes, mais ne fait que les déplacer dans le temps, dans l'espace, sans jamais les résoudre. Alors, bien entendu, qui ne fait pas disparaître, le bon infini ne fait pas disparaître les contradictions, puisque quand on résout des contradictions, de nouvelles apparaissent. Tout à fait. Contradiction, c'est l'essence même de l'existence. Mais il y a progrès lorsque des contradictions sont résolues, même si de nouvelles contradictions apparaissent, un peu comme en science, si vous voulez, où quand on résout des problèmes, eh bien on a fait un pas en avant, mais évidemment, chaque fois que de nouvelles connaissances apparaissent, du coup de nouveaux problèmes dont on n'avait même pas l'idée auparavant apparaissent aussi. Mais bon, tant mieux. Ça c'est la curiosité, c'est le sens même de l'existence, du bonheur, de la joie de trouver, de créer, de faire du nouveau. Bon, voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle le bon infini. Autour du progrès, il y a aussi quelque chose qui souvent me semble revenir. Alors, c'est que le progrès me paraît assez lié quand même à la confiance. Regardons aujourd'hui ce qui se passe en France, par exemple, avec la perte de confiance vis-à-vis de la science, vis-à-vis, bon, bien entendu, du gouvernement, qui fait que je dis pas qu'il faudrait avoir confiance dans le gouvernement, mais en tout cas, clairement, l'attitude qui a brisé encore plus la confiance fait que je ne sais pas ce que vous en pensez, cette histoire de confiance. Je vais donner un exemple inverse, c'est que, prenons le cas de la Chine, sans rentrer dans le débat du pour ou contre de la Chine, mais assez clairement, la confiance est très très forte, elle a été mesurée par des instituts de sondage occidentaux. La confiance des Chinois vis-à-vis de leur gouvernement est phénoménale, elle approche les 90%. Et en fait, on voit que dans la gestion de la crise, ça a été fondamental. Par exemple, dans les politiques de lutte contre la désertification, aujourd'hui, tiens, on parlait satellites, par satellite, on peut voir sur la Chine la reconquête des déserts. C'est un des pays où il y a plusieurs déserts assez importants, et donc voilà, il y a cette reconquête, et il me semble que tout ça est lié à une certaine confiance. Je ne dis pas qu'il faut avoir confiance dans les gouvernements, c'est pas ça, surtout dans le cadre de la France. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut que les gouvernements méritent la confiance, parce que la confiance, ça se mérite. Si il n'y a pas confiance dans les gouvernements successifs que nous avons dans notre pays, c'est parce qu'en réalité, chacun le voit, au lieu de construire le pays, ils le détruisent. Si vous voulez, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur les retraites, ce qui se passe sur la sécurité sociale, ce qui se passe sur toute une série de services publics, par exemple, ou tout simplement sur la production industrielle dans notre pays qui est littéralement désossée. Donc, si vous voulez, quand vous avez des gouvernements successifs qui, à l'ombre du néolibéralisme européen, maastrichtien et mondial, si vous voulez, ne cessent de détruire ce qui a été construit, notamment en fait d'avancées sociales, par exemple, par le Front populaire ou par
la résistance en 1945, évidemment que les gens ont des raisons de ne pas être confiants dans le gouvernement. Et à partir de là, ça se paye cher, bien sûr, puisque même lorsque le gouvernement propose des choses qui, sur certains points, sont acceptables, eh bien, de toute façon, on ne lui fait pas confiance. Et peut-être à tort. Alors, quelquefois, si vous voulez, il y a aussi des raisons de ne pas être confiant du tout sur les mesures sanitaires. Mais enfin, globalement, nous payons cher le fait que dans notre pays, il y ait cette perte de confiance. Mais elle n'est pas liée, à ce moment-là, aux performances scientifiques de la France. Je voudrais quand même dire ici, c'est un message patriotique, en quelque sorte, que j'enverrai, y compris aux auditeurs progressistes, de gauche, internationalistes qui nous écoutent. Mais bon, la France est effectivement impliquée au premier chef dans la mission Persévérance qui vient d'atterrir sur Mars. C'est nous qui, en gros, nous changeons de l'optique pour l'essentiel. Et donc ce n'est pas un hasard. La France, c'est le pays de l'optique, c'est le pays où est née l'optique scientifique avec Descartes, les lois de l'optique dans le discours de la méthode, si vous voulez. Donc, ou Fresnel, bon, les maîtres de l'optique, et notamment de la conception scientifique de la lumière, par exemple. Donc, si vous voulez, d'une manière générale, il faut s'y retrouver ce qu'est la France réellement, par-delà les gouvernements qui l'incarnent. Si, évidemment, on se dit que la France, ce sont les gouvernements successifs que nous avons depuis quelques 10 décennies et qui ne font rien d'autre que ce que je viens de dire, on désespère de son pays. Mais ce n'est pas ça, la France. Par exemple, je me permets de donner un exemple qui est extraordinaire. Là, c'est un Français qui s'appelle Decé, ou DC, je ne sais pas exactement comment se prononce son nom, DE2SET, qui vient de déchiffrer l'une des premières écritures du monde, l'écriture dite élamite primitif. Donc, comme il y avait le sumérien, le mésopotamien, l'égyptien, eh bien c'est comme Champollion, si vous voulez, l'avez fait avec l'égyptien, il vient de déchiffrer donc ses premières écritures. C'est un exploit mondial. Qui le sait? Mais les médias n'en parlent pas, personne n'en dit rien. C'est un exploit aussi important que d'avoir déchiffré l'égyptien, les hiéroglyphes, par Champollion au XIXe siècle. Mais on dirait que ce pays ne s'aime plus et ne sait plus valoriser ce qu'il fait de bien. Et donc, systématiquement, il faut prendre le contre-pied. Et moi, si vous voulez, eh bien, je ne suis pas, je ne méprise pas mon pays. Je méprise les gens qui cassent mon pays. C'est tout à fait différent. Et ça n'a rien de contraire à mon internationalisme fondamental, puisque je suis pour une collaboration, une coopération à égalité entre tous les pays de la Terre, chacun apportant des choses différentes. L'humanité communiste future telle que je la conçois, ce n'est pas l'uniformité, c'est tout au contraire l'uniforme ôté, si j'ose dire, l'uniformisation ôtée, et la possibilité donc pour chaque pays d'apporter ce qu'il fait de mieux pour le haut commun de l'humanité, pour conquérir, élargir des horizons nouveaux, pour tous. Ça me permet de préciser ce que je voulais dire avec cette question de confiance. Eh bien, il se trouve que, je maintiens cet exemple de la Chine, ils ont une très très forte confiance dans leur avenir, dans les progrès, dans le progrès. Alors qu'en France, cette confiance brisée en France dans l'avenir, dans le progrès, que ça ne nous amène pas à vénérer, par exemple, une nature rêvée initiale, à rêver à un passé, comment dire, à une France passée qui n'a peut-être jamais existé telle qu'on se l'imagine, des choses comme ça. Oui, si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on sorte sur ce terrain-là, comme sur tous les autres, de fausses alternatives qu'on nous met dans la tête et qui nous obligent à choisir entre Karim Bessila, entre le pire et le pire. Alors d'un côté, bon, si vous voulez, vous avez parlé tout à l'heure d'Elon Musk, vous avez parlé du capitalisme en matière de conquête spatiale. Bon, ben ça, c'est le mauvais infini, c'est-à-dire on salope chez nous, puis on va saloper Mars, puis après on va saloper Pluton, puis après on va saloper je ne sais quoi encore, et ainsi de suite. Et donc on accumule du profit, etc. Tout ça n'a pas de sens, et une majorité de gens vit de plus en plus mal. Donc ça, c'est le mauvais infini. Et puis en face de cela, on a ce que j'appellerais une écologie réactionnaire, qui est une déviation, dévoiement de l'écologie, qui consisterait à dire la technique, le progrès, la science, tout ça ne fait qu'apporter du malheur à l'homme. Donc revenons à la nature primitive, revenons marchons à quatre pattes, comme disait Voltaire, en se moquant du premier Rousseau, et donc abandonnons toute idée de progrès. Bon, évidemment, d'abord c'est impossible, c'est complètement impossible, on ne redevient pas vierge, si je puis dire, mais tout simplement, si vous voulez, ce serait complètement absurde que de penser que les hommes vivraient mieux aujourd'hui alors qu'ils sont déjà plus de 7 milliards en reprenant les méthodes qui étaient les leurs à l'époque du paléolithique. C'est impossible. Mais non, mais ce serait dramatique. La Terre ne pourrait accueillir avec ces méthodes et ce mode de production que quelques centaines de millions d'individus, donc ça signifierait un tel retour, signifierait un génocide
à une échelle... L'extermination. Une extermination, là, oui, c'est plus un génocide. Voilà, l'humanité, c'est ce que j'appelle l'exterminisme, qui est un fantasme profondément ancré dans le système capitaliste, à savoir que, voilà, peu importe au fond, l'humanité, ce qui compte, c'est quand même d'accumuler du profit, d'une certaine façon. C'est une solution à la rareté qui consiste à supprimer les autres humains plutôt que de développer l'effort productif de l'humanité. Ce qu'on appelle le malthusianisme, qui existait déjà avec l'économiste Malthus au XIXe siècle. Si les pauvres étaient pauvres, c'était de leur faute, et il fallait qu'ils fassent moins d'enfants. Donc on limite drastiquement la population mondiale et on résout les problèmes. Évidemment, c'est une illusion absolue. Donc en réalité, ce qui est posé en fait par la conquête martienne, si on peut dire, tout au moins en principe, dans le principe, je ne dis pas que ce soit possible techniquement aujourd'hui, on en est fort loin, mais dans l'idée générale, c'est que on puisse concevoir par exemple ce qu'on appelle quelquefois une terraformation de Mars, c'est-à-dire qu'en utilisant certains moyens techniques avancés, on puisse faire en sorte que, par exemple, on puisse faire fondre les pôles martiens où il y a de l'eau, et où donc par conséquent la surface de la planète pourrait donc être modifiée et devenir vivable par l'homme. Bon, à l'échelle de centaines d'années, ça ne se ferait évidemment pas en un claquement de doigts. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas qu'on puisse ou non le faire. Bon, dans l'immédiat, ce n'est qu'un rêve, bien sûr, un rêve de science-fiction. Mais la science-fiction, d'une part, anticipe, c'est son rôle, sur ce qui sera peut-être un jour possible. Et deuxièmement, ça nous permet de penser à une terraformation de la Terre, puisque la Terre a été détruite largement dans certains endroits. Bon, pensons à ce qui se passe au Brésil, c'est pas l'initiative du président Bolsonaro, qui est en train donc de céder aux multinationales des pans entiers de l'Amazonie. Eh bien, donc, la reconquête de ces espaces doit se faire désormais, mais d'une façon consciente, d'une façon scientifique, d'une façon instruite, et par conséquent, non pas en rejetant les techniques et les sciences, mais au contraire en transformant l'écologie, en faisant en sorte que l'écologie soit de plus en plus scientifique, de plus en plus technologique même, je dirais. Et donc à partir de là, l'idée d'une reterraformation de la Terre, si j'ose dire, c'est-à-dire d'une Terre qui redevienne réellement terrienne, et donc serait centrale dans une production authentiquement communiste, qui ne serait pas seulement une production éco-compatible, ça c'est le b.a.-ba, c'est le moins qu'on puisse demander à une production qu'elle ne détruise pas l'environnement. Mais plus que ça, une production qui serait une production des conditions environnementales de notre existence en tant qu'être humain, puisque le capitalisme a pollué, a salopé, comme vous disiez tout à l'heure, la terre, l'eau, les éléments, quoi, la terre, l'eau, bien sûr, et également l'air. Et donc, effectivement, notre travail, notre production de l'avenir sera de reproduire scientifiquement, techniquement, etc., eh bien, par exemple, la vivabilité des océans, la respirabilité de l'air, et ainsi de suite. Ça donne un but à la production qui ne soit plus un but purement accumulatif de profit, mais qui soit réellement donc transformateur des conditions d'existence de l'humanité pour son mieux-être. Et donc là, il n'y a pas d'opposition entre la nature et l'homme, tout au contraire. C'est l'homme, en reproduisant scientifiquement et techniquement ces conditions environnementales d'existence, qui s'améliore lui-même, les deux du même pas. Je peux pas m'empêcher de penser, avec ce que vous venez d'évoquer, vous qui connaissez notre beau département, de voir comment est-ce que individuellement, chacun est poussé à vouloir sa maison avec sa piscine, et donc et comment est-ce que donc la petite propriété comme ça a conquis un peu tous les espaces, et qu'aujourd'hui la grande majorité des terres agricoles, des terres qui auraient pu être utilisées de manière productive, ont été dans notre département des Alpes-Maritimes, et de plus en plus dans le Var, ont été rendues stériles quelque part à une certaine forme. Alors ça permet une autre production, mais assez clairement on y est, à part quand on est confiné dans nos maisons, on n'y est pas, on est au travail, on est toujours ailleurs, et en plus, dès qu'on est en vacances, c'est le premier souhait de tout le monde, c'est de partir. Donc finalement, on se demande pourquoi. Oui. Il m'est arrivé il y a quelque temps de regarder la mer à partir de la turbie du Trophée des Alpes. Tout à fait. Et donc effectivement, je m'étais amusé à compter le nombre de piscines privées qui se déroulaient sous mes yeux là, en descendant de la turbie et plongeant vers la mer. C'était faramineux. Dans le même temps, si vous voulez, ce qu'on voit aussi, c'est donc la disparition des pinèdes. Et donc toute
avec elle tout un habitat grâce auquel il y avait des cigales, etc. Bref, n'entrons pas ici dans le détail, je ne veux pas revenir au passé, si vous voulez, parce que lorsque j'ai eu ces enfants, et que j'habitais donc du côté de Cap-Taï-la-Turbie, il y avait des incendies extraordinaires. Oui. Et donc chaque fois, la montagne s'enflammait, et nous, les enfants, nous avions peur, parce que l'incendie descendait vers nous, en quelque sorte. Donc il y a eu aussi, il ne faut pas le nier, de grands progrès de fait de reforestation, par exemple, et de création de moyens pour l'ONF, etc., etc. ONF qui d'ailleurs en ce moment est en grave danger de privatisation. Mais donc il y a eu aussi ces progrès, il ne faut pas le nier. Et puis je voulais, puisque vous parlez des Alpes-Maritimes, évoquer Virgile Barrel, parce que Virgile Barrel, qui fut député communiste de Nice, un des premiers, oui, à s'être intéressé à ces questions. Oui. Ben oui, a été un pionnier, notamment des parcs naturels, notamment du Mercantour. Il a beaucoup collaboré avec les écolos de l'époque pour mettre en place le parc du Mercantour. Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez, il me semble que on n'a pas à choisir, pour me résumer, entre d'un côté cette espèce de fuite en avant capitaliste qui détruit un endroit et puis va détruire le suivant et ainsi de suite, avec pour seul souci l'oncle Picsou qui peut plonger ensuite dans sa piscine de pièces d'or, si je puis dire, pour prendre une image populaire. Et d'autre part, d'un autre côté, revenir à la nature primitive, qui est une nature sauvage. C'est pas marrant de vivre dans la nature. Les hommes primitifs se faisaient manger par les fauves, évidemment. Et lorsqu'il y avait une maladie, ils étaient complètement détruits, quoi. La moyenne d'âge la longévité moyenne était fort basse. La nature, en effet, qui nous est agréable, qui peut nous être agréable aujourd'hui, est une nature quand même largement pacifiée et humanisée, et qui nous plaît parce que justement elle est telle, et qu'on peut rentrer le soir, prendre notre douche à la maison, et etc. Elle n'aurait pas la même saveur si on devait effectivement y survivre. Oui, naturellement, il faut se souvenir que la nature de nos ancêtres, c'était la forêt noire dans laquelle il y a des loups, et des fantômes, et des elfes qui viennent vous taquiner la nuit, etc. Et donc c'est une nature qui faisait peur. Essentiellement, pensez aussi aux femmes de marins regardant leur mari en pleurant partir vers Terre-Neuve pour pêcher la morue, et ainsi de suite, avec les tempêtes, etc., toutes ces choses-là. C'est ça aussi la nature, hein, il ne faut pas du tout l'idéaliser. L'homme est sorti de la nature, il est sorti pour une part de la nature, et je dois d'ailleurs signaler tout simplement que s'il est sorti de la nature, c'est pour des raisons naturelles, c'est parce que l'évolution de nos ancêtres lointains, les primates et notamment les préhominiens, si vous voulez, a permis à l'homme, avec ses mains, avec son cerveau plus important et ainsi de suite, de fabriquer des outils, de fabriquer des objets artificiels que petit à petit, à travers les générations, les hommes ont perfectionné et qui a donné ce qu'on appelle la culture et l'histoire. Donc il n'y a pas lieu de regretter ça, et je veux dire que cette opposition entre nature et culture, que font certains écologistes réactionnaires, c'est pas l'essence de l'écologie, c'est l'écologie réactionnaire, n'a pas de sens, puisque nous venons de la nature. L'homme est un être, il n'est pas tombé du ciel, nous ne sommes pas une création subite de je ne sais pas quel miracle divin, nous sommes le produit de l'évolution naturelle. Et nous ne pouvons utiliser que des lois de la nature pour la transformer. On ne peut pas faire de magie. Exactement, on ne peut pas faire de magie. Il y a une belle formule très dialectique, qui est due à l'anglais Bacon, B-A-C-O-N, qui disait on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ça veut dire qu'il faut comprendre les lois naturelles pour pouvoir les utiliser au profit de l'homme, et qu'on peut, à un certain moment, justement, reproduire aussi la nature, mais d'une façon consciente, comme on ferait avec Mars. C'est pour ça que le mythe, de la terraformation de Mars est intéressant pour penser le règlement des problèmes sur Terre, le règlement du rapport entre l'homme et la nature sur la Terre elle-même. Et donc le faire d'une façon qui soit instruite, qui nous pousse vers l'avant et non pas à revenir à l'arrière, ce qui d'ailleurs serait impossible. On ne va jamais vers l'arrière, le temps par définition, pour l'instant tout au moins, que je sache, se déroule d'avant en arrière, c'est-à-dire est irréversible, comme on dit. Je repense à quelque chose, quelque part là dans ce mythe de cette humanité qui prend conscience, qui prend son destin en main, et dans son destin, l'humanité n'étant pas séparée de la nature, j'espère qu'on a réussi à bien le rappeler, parce que c'est parfois dans les conversations pas très clair pour beaucoup de personnes avec lesquelles je discute de ces sujets-là. Oui, il faut dépasser ce que j'appellerais, pardonnez-moi, un certain anti-humanisme. Je me rappelle que lorsque j'avais des enfants petits, ils regardaient de temps en temps à la télévision dimanche après-midi une émission du commandant Cousteau. Tout à fait. Donc tous les dimanches il y avait ça, et
Au bout d'un moment, je me demandais si c'était positif que je les laisse là-devant, parce que ce discours qui était tenu par Cousteau à l'époque, par ailleurs, qui a eu bien des mérites, je suis pas en train de dénigrer tout ce qu'il a fait, mais Cousteau trouvait toujours que n'importe quel animal marin était meilleur que l'homme. Alors le requin, regardez-le, il est gentil, caressez-le, mais l'homme, quel prédateur horrible, quel destructeur absolu, etc., etc. Et je me disais, bon, ces émissions enseignent le mépris de l'espèce humaine aux enfants. Et je crains que quelquefois, dans les écoles, on me fasse un peu comme ça aussi. Chez certains enseignants qui ne font pas attention, qui ne distinguent pas, si vous voulez, entre le mauvais usage des techniques et les techniques elles-mêmes, entre la façon dont l'homme est conduit par le mode de production capitaliste et l'espèce humaine elle-même. L'homme n'est pas un prédateur absolu, destructeur et ainsi de suite par essence. L'homme est aussi capable, effectivement, de préserver la nature, de la reconstituer, de faire en sorte que là où elle a disparu, eh bien, la reforestation s'opère, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il faut prendre les choses ici avec nuance, avec tact, et ne pas faire avec l'espèce humaine ce que je dénonçais tout à l'heure avec la France. Il y a cette espèce d'autophobie, de haine de soi, de certains Français de l'élite oligarchique qui méprisent tout ce qui vient de leur pays, parce qu'ils n'admirent que le monde anglo-saxon, dans lequel le capitalisme est exacerbé, ou qui méprisent aussi l'espèce humaine, comme s'il n'en faisait pas partie. Donc ici, méfions-nous de la misanthropie, si vous voulez. Il ne faut pas haïr l'homme, ni le détester, ni d'ailleurs l'admirer, le monter au pinacle. Il est un être contradictoire, et s'il a besoin de progresser, c'est justement qu'il n'est pas parfait. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut regretter sa capacité, contrairement aux autres espèces, à sans arrêt se dépasser lui-même, aller plus loin, etc. Pensez au sport, pensez à la science, pensez à l'art, et ainsi de suite. Et ce besoin qui est propre à l'homme et qui est noble, effectivement, de toujours élargir son horizon. Est-ce que vous auriez comme quelques conseils, idées, suggestions à faire au notre peuple de France, pour qu'il reprenne confiance dans le progrès ou dans ses capacités, qu'il reprenne en main un grand récit, Qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Pour ce qui est du peuple français lui-même, je dirais que quand même la première des choses, c'est qu'il doit récupérer sa souveraineté. Il n'est plus souverain. Ce n'est plus lui qui décide sur son propre espace, puisque ce sont les directives européennes. Vous savez que 80% des lois qui passent devant le Parlement français sont en réalité de simple transposition, de simple traduction en français, si l'on peut dire, des directives européennes. Donc commençons déjà par récupérer cette souveraineté-là, parce que sinon on ne peut rien faire sur le reste, et à partir de là, il faut reconstruire une industrie digne de ce nom. Regardez, on n'a même pas été capable de fabriquer des vaccins, quand bien même on aurait trouvé des brevets, alors que nos amis de Sanofi, qui avaient de l'argent public, ne cherchent qu'à supprimer des emplois de chercheurs, on n'aurait pas été capable de les produire. Donc, parce qu'on n'a plus l'appareil industriel nécessaire. Ce sont des choses comme celle-là qu'il faut absolument récupérer. Et donc, à l'échelle de l'humanité aussi, tout simplement, que l'humanité récupère la souveraineté sur ses moyens de production. Et nous avons des moyens de production géants, comme jamais l'humanité n'en a disposé jusqu'ici, mais ils ne sont pas gérés par l'humanité solidairement, ils sont gérés par les transnationales, par le capital financier, par donc quelques centaines de milliers de personnes qui ont avant tout en tête d'alourdir encore leur portefeuille, si on peut dire. Donc, au fond, la question majeure, c'est récupérer la souveraineté en France pour la mettre au service du progrès social, évidemment, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas ici de quoi que ce soit de xénophobe, et pour coopérer avec d'autres pays, eux aussi souverains. Si tout le monde tend mettre de son destin peut enfin coopérer avec les autres, eh bien cela dessinera une humanité et une France dans laquelle la confiance sera revenue, et par conséquent où l'espoir qui aide beaucoup à vivre, qui aide à être joyeux, sera de retour. Merci pour ces éléments. Je voulais vous solliciter tout à l'heure sur le mythe de Prométhée. On peut peut-être conclure sur celui-ci. Volontiers. Bon, Prométhée, alors, c'est un mythe raconté par Platon dans le dialogue Protagoras. Et donc, voilà, il se trouve que à un moment, eh bien, Zeus décide de peupler la Terre parce qu'il trouve qu'elle est triste. Il n'y a pas d'espèce animale, donc il crée les animaux. Et puis là, il appelle Prométhée, qui est un demi-dieu, dont le nom signifie en grec celui qui réfléchit, celui qui prévoit. Prométhéeus, celui qui pense avant, quoi, en quelque sorte. Et il demande à Prométhée de répartir entre les animaux toute un lot d'armes disponibles. Donc là-dedans, il y a des griffes, il y a des cornes, il y a des écailles, il y a des ailes, il y a tout ce que vous voudrez, si vous voulez.
Et donc Prométhée commence à distribuer les armes. Et puis, donc il donne les corneaux d'Oro, il donne les griffes à l'aigle, etc., etc. Et Prométhée a un petit frère qui s'appelle Épiméthée, dont le nom grec signifie celui qui pense après, c'est-à-dire l'étourdi. Et Épiméthée se mêle de ce qui ne le regarde pas, distribue dans le dos de son frère donc des armes à tous les animaux, et quand on arrive à l'homme, le dernier, il est nu, il n'a rien, il n'a strictement rien, et donc il est voué à être mangé par les autres bêtes, c'est l'animal le plus faible de la nature. Et alors la Prométhée se dévoue, puisqu'il n'y a plus d'armes dans le sac, il descend aux enfers, dans lesquels il y a Vulcain, donc ou Héphaïstos en grec, le dieu de la forge, le dieu du feu, et il vole à Héphaïstos le feu des enfers. Il le remonte et le donne à l'homme. Et l'homme, grâce au feu, va cuire les aliments, va notamment créer aussi la métallurgie, donc fabriquer des outils en fer, des outils en métal, et ainsi de suite. Et grâce à cela, l'homme va, par la technique, donc, compenser son désavantage initial. Voilà, donc ça c'est le mythe prométhéen. Donc par la technique, l'homme, qui au départ est plus faible que les autres animaux, va s'élever au-dessus d'eux et va devenir de ce fait maître de sa destinée, si vous voulez, d'une certaine façon. Maintenant, bien sûr, Prométhée peut être dévoyée en quelque sorte, hein, puisque si la technique ne sert plus qu'à accumuler du profit, eh bien elle se retourne contre l'homme. Et donc c'est le thème qu'on trouve chez Marx de l'aliénation. C'est Marx qui a aussi repris le thème de Prométhée. Mais encore faut-il que Prométhée soit son propre maître. Si Prométhée travaille en réalité pour Elon Musk et pour le capitalisme, eh bien Prométhée va devenir en réalité un fléau pour l'humanité. Ça peut être la pire ou la meilleure des choses selon la façon dont on l'étudie et dont on l'utilise, bien évidemment. C'est ça, voilà, tout à fait. Avec en fait ce capitalisme paradoxal qui apporte certains progrès, mais qui finalement n'est pas en capacité de les généraliser, de les étendre de la manière la plus efficace, la plus utile. C'est ça, c'est ça. Tout bonnement. Il n'y a qu'à penser à un truc très simple, si vous voulez. Au fond, quels sont les deux principaux dangers qui menacent l'existence même de l'espèce humaine à notre époque? C'est le réchauffement climatique, d'un côté, dont une part importante est d'origine anthropique, c'est-à-dire vient de l'homme. Et on y pense beaucoup moins, mais c'est encore plus grave, ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est ce qui serait déclenché si les puissances possédant des armes atomiques échangeaient ne serait-ce que 15% des stocks existants. Imaginons qu'il y ait une guerre américano-russe, par exemple, et que donc dans cette guerre, eh bien, pendant 8 jours simplement, on échange des coups atomiques, et que donc 15% des armes des deux côtés soient utilisées. Ça suffirait pour que le nombre de déchets, des tonnes de déchets irradiés envoyés dans le ciel, qui seraient ensuite répartis sur toute la surface terrestre par les vents alizés, détruisent la capacité des plantes à faire ce qu'on appelle la photosynthèse, parce que la lumière n'arriverait plus au sol. Les nuages, on l'a vu, les nuages atomiques, on l'a vu à Hiroshima, sont extrêmement denses et empêchent le passage de la lumière. Et donc, ça serait l'hiver nucléaire, puisque la lumière n'arriverait plus au sol, donc les plantes vertes disparaîtraient du même coup. Toute la biodiversité, si vous voulez. Donc voilà, ce sont les deux principaux dangers. Or, ces deux principaux dangers, ils viennent l'un de la course éperdue au profit. Ça donne finalement le réchauffement climatique avec l'utilisation aberrante et sans cesse croissante d'énergies fossiles qui produisent des gaz à effet de serre, tout le monde sait ça. Et de notre côté, bien sûr, le même résultat atteint par des voies contraires, toujours cette opacification de l'atmosphère, qui donnerait lieu à l'hiver nucléaire. Donc on peut mourir soit du réchauffement nucléaire, soit du réchauffement climatique, soit de l'hiver nucléaire. Dans les deux cas, c'est bien un dévoiement capitaliste, puisque qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de fabriquer des bombes à tir-larigot et d'en avoir 10 fois plus que ce qui est nécessaire pour détruire toute l'humanité. On avait même calculé dans les années 80 que si la totalité des stocks nucléaires existants était utilisée dans le cadre d'une guerre nucléaire, eh bien, il y aurait à supposer que les planètes du système solaire soient aussi peuplées, aussi densément peuplées que la Terre, de quoi détruire la vie dans tout le système solaire. Donc c'est complètement aberrant. Mais par contre, les marchands d'armes, ils trouvent énormément de profit. Sinon, à quoi ça sert À quoi ça sert que en gros, que les ressources de l'OTAN augmentent chaque année de 2%, ce qui est colossal. Bon. Sinon, soit utiliser ces armes, dans ce cas ça sera une tragédie, soit ne pas les utiliser, et dans ce cas autant ne pas les fabriquer. Eh bien en effet, plutôt que de nous concentrer donc à ces usages plutôt destructifs ou qui ont pour finalité l'exploitation d'autres hommes ou
de la nature, mais à des fins uniquement privées, on peut repenser à cette idée de terraformation qui nécessite que chaque peuple reprenne la souveraineté sur ses moyens de production, cette capacité de décider de son avenir. C'est ça. Et que la terraformation de Mars ne soit pas prétexte à la, marceau-destruction de la Terre. Tout à fait, voilà. Eh bien, merci Georges Gastaut pour cet entretien. Donc, je rappelle, Georges Gastaut, donc philosophe et l'auteur de plusieurs ouvrages que je vous recommande à peu près tous. Je vous en recommande 2 en particulier, Marxisme et Universalisme, qui est publié chez Delga et qui pour moi avait été vraiment un ouvrage très... Ça fait partie, vous savez, des ouvrages comme ça, il y a quelques ouvrages dans votre vie qui, quand vous les avez lus, vous sentez que là, vous avez passé un cap, ça vous a transformé, ça en fait vraiment partie. Je disais, c'était Marxisme et Universalisme de Georges Gastaut, et également de Georges Gastaut, la collection de livres Lumière commune, qui est une encyclopédie à avoir avec soi et à découvrir pour pouvoir s'approprier un petit peu, j'ai envie de dire, une grande partie du savoir écrit de l'humanité. Voilà, oui. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup à vous, c'est très gentil tout ce que vous venez de dire, mais bon, effectivement, si vous voulez, la philosophie, c'est comme le reste, ne vaut que d'être partagé. Donc les lumières n'ont de sens que si elles sont mises en commun. Que si elles sont communes, c'est d'où le sens de ce titre, Lumière commune. Voilà, on a été accompagné en musique par la formation musicale Silent Island, donc c'est en anglais, mais c'est une formation hongroise de la ville de Győr en Hongrie. Voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez chercher sur internet cette formation, ce groupe musical hongrois, Silent Island. Voilà, je vous remercie, je vous dis au mois prochain, en espérant que d'ici là, on ait repris une trajectoire de progrès. À très bientôt, au revoir. Au revoir.